Bonjour à tous, ravi de pouvoir vous proposer ce nouveau rendez-vous Mark & Strat. Chaque semaine, je recevrai des experts du secteur de la communication, de la publicité et des annonceurs pour évoquer leur dernière campagne, leurs dernières activations, les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. On parlera branding, architecture, récit, réputation de marque, création, influence. Et pour ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir Denis Gancel, le président fondateur de l'agence W, et Gilles Deléris, le cofondateur et directeur de la création de cette agence. On va découvrir ensemble leur tout nouvel ouvrage qui s'appelle Ecce Dico, abécédaire amoureux et illustré de la vie en agence. Et puis en deuxième partie d'émission, on s'intéressera au move de la semaine. C'est celui de Pauline Butor, côté agence. Elle prend la direction générale de l'agence Média Monks Paris. Elle était jusque-là directrice de la publicité pour YouTube France et elle passe donc de l'autre côté de la barrière. Elle viendra nous raconter pourquoi c'est Mark & Strat. C'est parti. Et invité de À la Une cette semaine pour cette première émission, deux hommes, Denis Gancel, président fondateur de l'agence W. Bonjour. Bonjour. Et Gilles Deléris, cofondateur et directeur de la création de l'agence W. Bonjour Gilles. Bonjour Henri. Je trouve que cette rubrique À la Une vous va plutôt bien parce que ces derniers jours, je vous ai vu partout, dans toute la presse, pour promouvoir ceci. Ecce Dico, abécédaire amoureux et illustré de la vie en agence. Le sentiment que j'avais en lisant la presse avant de lire l'ouvrage, c'était que ça redonnait un petit peu de baume au cœur en cette rentrée aux agences qui sont ces temps-ci un petit peu critiquées, en mal d'attractivité. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était ça qui avait motivé l'ouvrage ? Gilles, Denis ? Alors, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. D'abord, merci d'avoir noté ça, Aurélie, et merci de nous inviter. Oui, c'était exactement ça. C'était non pas redonner le moral, mais tout simplement célébrer la vie en agence telle que nous l'avons vécue, telle que nous la vivons. Ça fait donc près de 30 ans que nous travaillons ensemble. On a eu la chance de créer notre entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte d'un décalage, Gilles et moi, entre ce que nous vivions, ce que beaucoup vivent, et ce qui parfois était retranscrit ou parfois était perçu de la vie des agences et plus largement du métier de la communication, avec ce slogan funeste qui est « c'est de la com ». Alors, on s'est dit, mais c'est embêtant parce qu'il y a, vous savez, 50 000 jeunes qui sortent des industries culturelles et de la communication chaque année. Au cœur des industries culturelles, le monde des agences, et Bertille Toledano et David Leclabar le disent très bien dans le cadre de la ACC, c'est un poumon, un poids économique, représente un poids économique très important. Donc c'est une activité extrêmement importante. Je dis ça pour les parents ou les grands-parents qui se demandent ce que feront leurs enfants ou leurs petits-enfants dans ce métier. C'est parfois mystérieux, et ce qu'on a cherché à faire, c'est de témoigner du fait que l'on pouvait construire une vie sur cette activité-là, qu'on rendait un service qui était au cœur de l'économie, on en reviendra peut-être tout à l'heure, et que peut-être on n'a jamais eu autant besoin des agences, jamais eu autant besoin d'imaginaire dans le monde tel qu'il est, dans le monde économique. Gilles, comment vous l'expliquez, ce désamour-là ? Le désamour, il est ancré depuis quelques années. Il y a un sondage très fameux qui sort tous les ans, qui place les métiers de la communication en avant-dernière position, juste devant les influenceurs et juste derrière les agents immobiliers. Donc on peut se demander comment, effectivement, on en est arrivé là. Mais nous, on voit pas ça de cette façon, naturellement. On est des acteurs assez positifs et comblés par le travail que l'on mène. Nous ne ferions pas ce métier, nous serions obligés de travailler. C'est une phrase confucéenne, mais qui est le reflet de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'on a la chance de faire un métier choisi, un métier où on passe notre temps à croiser des gens absolument formidables, des talents créatifs multiples, des photographes, des illustrateurs, des gens pleins de talent. Et cette chance-là, on voudrait la faire partager. Or, effectivement, il y a un certain nombre d'idées reçues qui circulent, qui sont des propos quasi automatiques. Denis citait « c'est de la com », mais en réalité, ce qu'il y a derrière, la com, c'est de la merde. Et c'est contre quoi nous avons eu envie d'écrire et de résister. Alors, pourtant, ça commence assez mal, parce que je suis allée voir le premier mot, qui est donc évidemment agence. Je vous lis. Elle occupe une place bien inconfortable, celle d'intermédiaire, celle qui littéralement se situe entre les clients et les prestataires, les consultants et les créatifs, le marteau et l'enclume, entre soi aussi parfois. Il n'y a que des coups à prendre à rester là, entre où personne n'a envie d'être.
Et pourtant, vous avez envie d'y être. Oui, et on y est très bien. Si on n'a pas le temps, mais si on prolonge le paragraphe, on cite le philosophe François Julien, qui explique que c'est dans les écarts que tout se passe. Et qu'en réalité, effectivement, on dit reste pas entre deux portes, ou ne reste pas dans les courants d'air. Et on finit ce paragraphe en disant mais c'est très important les courants d'air, parce que c'est là où précisément on respire, c'est là où les idées fusent. Et François Julien l'explique beaucoup mieux que nous en disant quand il n'y a plus d'écart, quand il n'y a plus de jeu, comme disent les philosophes chinois, c'est là où tout se grippe, c'est là où tout se serre. C'est très important parce que vous qui êtes un média et qui vous recevez beaucoup d'acteurs de l'entreprise, ils témoignent tous d'un serrage à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est devenue extrêmement sèche de l'intérieur. Et là où autrefois on disait c'est quoi l'idée, aujourd'hui on dit c'est quoi le process. Pour des tas de raisons que vous connaissez, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Donc on met des process partout. Les tableurs Excel ont remplacé les tableaux de maître. Nous sommes des acteurs d'une conjugaison merveilleuse et mystérieuse et exigeante, la conjugaison de la structure et de la fantaisie. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a beaucoup trop de structure et il n'y a plus beaucoup de fantaisie. Je me suis rendue à la lettre C et j'ai trouvé client et curiosité, là où Gilles, je m'attendais à trouver création, forcément. Comment vous avez fait le choix des mots et pourquoi création n'y est pas? Alors, le choix des mots est, comme on en échange parfois avec Denis le mode opératoire, il a été effectivement fait au fil de l'eau et nous n'avions pas l'intention de faire un vadémécum sur ce qu'étaient les métiers d'une agence, mais comment on vivait à l'intérieur d'une agence. Donc la création, elle est consubstantielle à nos métiers et c'est ce que nous avons de mieux à vendre aujourd'hui. Et du reste, c'est la position que défend la ACC, en effet, depuis maintenant plusieurs mois. Et le fait est, la création, c'est l'air qu'on respire. Donc, on n'a pas éprouvé le besoin d'en parler particulièrement. En revanche, la curiosité, c'est le principal moteur de la créativité. Et du reste, je pense que si je me relisais attentivement, il doit y avoir le terme de création dans la définition de la curiosité, qui est pour moi une valeur absolument cardinale et qui est probablement la première qualité qu'on attend des gens qui nous rejoignent, et qu'ils soient d'ailleurs créatifs ou qu'ils soient consultants. Hein. La créativité est dans l'affaire de tous, la curiosité est également l'affaire de tous. Il y a une professeure de français que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps qui dit on a le droit de ne pas aimer, mais on a le devoir d'être curieux. Je crois que c'est une très jolie phrase qui s'applique aussi dans ce cas. Oui. En effet, oui. Du reste, moi, c'est un combat de Don Quichotte que je ne gagnerai jamais, mais on fait des tas de formations dans les entreprises. On fait de la formation sur Excel, on fait de la formation de prise de parole en public, on fait de la formation sur les outils de vente, on fait des tas de formations comme ça qui sont absolument utiles. En revanche, tout ce qui relève de la culture générale et d'une curiosité qui est extraordinairement nourrissante pour nos métiers n'entre pas dans ces catégories. Donc moi, je rêve d'un jour d'une évolution législative qui permettrait, par exemple, le fait d'aller voir une expo comme étant considéré comme un acte de formation. Parce que nous vivons de ça. Nous sommes des éponges à sensibilité culturelle et de se cultiver, d'être curieux, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, en dehors de notre propre milieu, c'est un devoir. Et c'est à ce compte-là qu'on devient un bon créatif. Oui, il y a d'ailleurs quelque chose d'assez encourageant, c'est que comme on le mentionne, il y a de plus en plus d'anciens d'agences qui deviennent directeurs de la communication ou directeurs des marques. Et de même qu'il y a des directeurs de marques ou directeurs de communication qui passent en agence. C'est-à-dire ce qu'on a connu au début de notre parcours professionnel où on disait de quel côté de la barrière es-tu, et que cette barrière était extrêmement imperméable, aujourd'hui elle est devenue très perméable. Ce qui est très bien parce qu'en fait la formation qu'évoque Gilles, elle se fait par des transferts de talents, des transferts de gens qui ont cet esprit curieux, dans lequel, au cœur duquel il y a l'intuition, il y a l'improvisation qui doit revenir dans l'entreprise. Il n'y a pas assez d'improvisation, on ne fait pas assez confiance au bon sens de la raison, comme dit Rouletabille. Donc c'est intéressant cette porosité qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que Etchedico ne s'adresse pas du tout que aux gens qui vivent en agence ou qu'aux étudiants. Ça s'adresse à nos clients, ça s'adresse à tous les gens qui gèrent en fait cet actif immatériel qu'est la marque ou qu'est l'ensemble du dispositif de communication, dont on sait que depuis que Ernst & Young a sorti son observatoire
de la valeur immatérielle, on sait que c'est l'immatériel qui fait la valeur. Donc c'est-à-dire que quand nous disons que ce métier est le plus beau métier du monde après l'architecture et la médecine et que c'est un levier économique majeur, c'est prouvé par les faits. Voilà. Donc c'est pas de l'imagination parce qu'on est des joyeux drills out of the box, comme on dit. C'est un métier qui est devenu extrêmement stratégique et qui débouche sur des sujets de valorisation d'actifs, et y compris de valorisation boursière. Un métier où il y a encore assez peu de femmes, en tout cas des postes à responsabilité. Il y a un long chapitre sur les femmes. Et vous dites, ni stock, ni machine-outil dans nos entreprises, juste de la vie et de la matière grise rassemblée pour imaginer ensemble des objets créatifs, accessibles, intéressants et respectueux des publics auxquels ils s'adressent. Dans les agences, un homme sur 2 est une femme. Reste à savoir à quel étage on les trouve et dans quelle fonction. Pourquoi, messieurs, n'y a-t-il pas plus de femmes à la tête des agences en France ? Ben oui, c'est un combat qu'il faut mener. Denis et moi et pas mal d'autres collaborateurs de l'agence ont la chance d'enseigner et on constate ça. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dès la formation de femmes qui sont dans les cursus. À Sciences Po, il y a chez nous 80% de femmes et 20% de garçons dans les cursus de communication. Or, dès lors qu'on rentre dans la vie professionnelle, on voit beaucoup de femmes au début de la carrière, et puis au fur et à mesure où on monte dans les étages, tout ça se disparaît peu à peu, et il y a un plafond de verre qui est très vite atteint. Et donc c'est un combat qu'il faut mener parce qu'il est particulièrement urgent, encore peut-être plus urgent dans nos métiers que dans d'autres types de métiers. Pourquoi ? Parce que nous sommes des médiateurs. Et si vous mettez 10 mâles alpha autour d'une table, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses en termes de communication que si vous mettez un aréopage plus mélangé, plus métissé. Donc on a besoin de cette mixité, de cette diversité au titre de la biodiversité créative et de la biodiversité de la perception du monde. Comme nous sommes des médiateurs, c'est urgent. Et c'est effectivement dommage que ça ne soit pas le cas. Ça évolue lentement. On voit qu'à la tête de la ACC, on a un couple, un homme, une femme, donc tout ça est très, très positif. Il y a beaucoup d'agences qui laissent de la place aux femmes, mais en particulier dans les métiers créatifs, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nos métiers sont des sports de combat et les femmes ne se sentent pas, à tort, sans doute, armées pour les affronter. Et il faut lentement et patiemment les conduire à se considérer comme telles. Moi, j'ai un exemple très simple. On fait pas mal d'entretiens d'admission dans les écoles et on voit des jeunes femmes à qui on demande quel est leur projet professionnel. Et je me souviens d'une d'entre elles qui me dit, voilà, je voudrais devenir directeur de la création. Je lui dis, pardon, directeur, non, c'est devenir directrice de la création. Et allez-y à fond, quoi. Donc il y a cette intériorisation que tout cela est réservé à des hommes. Et puis les hommes ne font pas beaucoup de place dans le même temps. Donc il y a un vrai chantier à poursuivre et à mener. Vous avez aussi consacré un long chapitre sur l'IA. Il y a 5 pages sur l'intelligence artificielle qui, évidemment, rebat les cartes en matière de création, que ce soit sur les textes ou sur les visuels. Comment est-ce que vous voyez tous les deux le futur de vos métiers avec, je ne sais pas comment vous avez envie de le qualifier, ce nouvel outil ou ce nouveau collaborateur ? Oui, je pense qu'on va répondre à 2 voix, notamment parce que la maquette, Gilles va en parler, a été faite à partir d'IA. Il y a quelque chose qu'il faut dire peut-être en introduction, c'est que de bien comprendre la nature de ce qui se passe. Parce qu'on pourrait dire l'IA, après tout, on a eu les métavers, on a eu les NFT, maintenant il nous faut le coup de l'IA. Chaque année, il se passe quelque chose, et voilà. L'IA est vraiment, l'IA générative en particulier, est vraiment d'une nature très particulière. Avec Gilles, on se dit, oui, depuis Galilée et Darwin, c'est la 3e rupture, j'allais dire, anthropologique majeure, où l'homme s'aperçoit qu'il n'est pas au centre du monde. Et aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il n'est pas au centre de la conception et de la création d'objets qui, précisément, peuvent être des objets signifiants. Donc, la portée de ce qui est en train de se passer est considérable, à plus d'un titre. La première chose, c'est que pour nos métiers, je commence par là, les agences vont... Autrefois, on disait, moi j'ai été DIRCOM au début de mon parcours professionnel, directeur de la communication, et on me disait, tu vas voir la différence qu'il y a entre faire et faire. Le DIRCOM, soi-disant, faisait faire, et puis les agences faisaient. Ouais. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'en fait, les agences ne vont plus faire, puisque l'IA va faire mieux que l'agence. Donc, ces métiers, nos métiers qui s'enorgueillissent d'être des métiers de Faber, toute la partie Faber va disparaître. À quel rythme ? Je n'en sais rien, et on est bien malin celui qui le sait. Du coup, il va falloir trouver un nouveau positionnement. Et ce sur quoi nous allons, en tout cas c'est ce que nous écrivons et nous pensons avec Gilles, c'est qu'on va devenir des éditeurs.
C'est-à-dire qu'on va être des professionnels du choix, du discernement. Donc, plus que jamais, il faut que les professionnels de la communication travaillent sur leur œil, se fassent l'œil. Comme disait Matisse, l'œil est un métier. Plus que jamais, l'œil va devenir un métier. C'est un peu comme le métier de journaliste. C'est-à-dire que ça va être un métier de discernement à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous avez dans des belles institutions comme Pettingen, comme Camando, avec notre ami Étienne Mineur, des cours de prompt, des cours de référencement, où on n'apprend pas simplement à utiliser l'IA, on va apprendre aux élèves à discerner, non plus à faire, puisque la machine va faire mieux qu'eux et mieux que nous, mais à discerner, et ça va devenir un métier considérable, puisque le potentiel de la machine est tel qu'il va falloir faire ce que fait un éditeur, c'est-à-dire prendre des risques et faire des choix. Gilles, vous avez eu recours justement à l'IA pour les illustrations de cet ouvrage. Comment est-ce que vous avez procédé ? Alors d'abord avec une fascination pour ce petit ouvrage que j'ai apporté, qui n'est pas issu de l'IA, lui, pour le coup. Pas issu de l'IA, qui est le Petit Larousse illustré. C'est une édition de 1923 que j'ai acheté. Et j'étais fasciné quand j'étais plus jeune, parce que chez mes grands-parents, il y avait des vieilles éditions du Petit Larousse illustré. Et je passais des heures à essayer de décrypter ce qu'on trouvait dans ces lettrines tout à fait formidables d'Eugène Grasset à l'époque, donc un grand graveur qui était le comble de la modernité de l'époque. Et j'essayais de décrypter et de découvrir à travers la lettre A qu'il y avait un ara, un âne, un avion, une arabesque, un aéroplane, etc. etc. Bon. Et puis, voyant début 22, les premières plateformes grand public s'ouvrir à l'intelligence artificielle, nous nous sommes dit, et si au fond, on confiait ce travail à une intelligence artificielle et qu'on soit un siècle après, en 2023, les créateurs à travers cette intelligence artificielle de ces lettrines-là. Donc le travail s'est fait, je dirais, d'une manière très exploratoire pour connaître précisément le potentiel à ce stade de l'évolution qui est absolument phénoménal. On a subi 3 ou 4 versions de Midjourney, qui est en l'occurrence l'IA qui nous a servi. On a commencé avec la V2, on a fini avec la V5, avec des évolutions absolument phénoménales. Et c'est absolument fascinant, c'est sidérant, avec des faces lumineuses et des faces très sombres de ces métiers, et notamment celle qu'évoque Denis, c'est que tout le corps moyen de nos métiers va disparaître, parce que ce ventre mou est remplaçable instantanément par quasiment la totalité des dispositifs de cette nature. En revanche, effectivement, si on parle un peu chiffres, il y a 120 illustrations dans cet ouvrage. Il en a été produit 5000. Et donc il a fallu faire appel au discernement. Faire appel au choix et avec ce que nous on estime ou espère être un regard aiguisé et un peu intéressant de cette avancée technologique phénoménale. Le discernement, ça vous rapproche pratiquement d'un métier de conseil en stratégie, du coup, pour les marques pour lesquelles vous travaillez. Mais que nous sommes déjà. Donc ce qui s'ajoute à ça, c'est que ce qui est intéressant, d'ailleurs c'est très intéressant pour nos clients, c'est que le métier a toujours été séquentiel. Donc il y avait un début, il faut imaginer une ligne, vous avez un début qui commence généralement par l'analyse de la problématique et ça se termine par, et voilà, une campagne de pub, un dispositif de communication, que sais-je, et les différentes étapes étaient extrêmement définies à l'avance, en tout cas, puisque c'est la Coupe du Monde de rugby, on se passait le ballon les uns derrière les autres, avec des équipes différentes, et il y avait des passages, des effets de seuil, comme dit Gilles, d'une étape à l'autre. L'image aujourd'hui qui est la plus pertinente, c'est le cercle, et avec au cœur l'IA. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des dispositifs qui nous permettent de travailler avec nos clients dans un mode foncièrement collaboratif. C'est pour ça qu'au sein de l'agence, on a créé un dispositif et une philosophie qui s'appelle Brand Design Experience, qui permet d'associer les clients. Là, nous sommes autour d'une table ronde, dont on voit bien l'intérêt de la convivialité. Et donc, on n'est pas sur une ligne de chaîne, pour reprendre Charlie Chaplin. Donc, c'est ça qui va se passer avec des modes de production qui permettent instantanément d'avoir des résultats sur lesquels il va falloir se prononcer. Je me permets une incise.
on évoque le sujet du newbies et du fait que nous sommes un métier à concours, donc un métier à compétition. C'est souvent très décrié et effectivement, il faut calmer le jeu parce que la règle du jeu économique est une absurdité pour tout le monde, absurdité pour les clients, absurdité pour les agences et que malheureusement, ça témoigne d'un déficit de confiance qui fait que c'est les acheteurs qui règnent en maître et c'est pas très bon pour le métier. Il faut qu'il y ait une mise en compétition, une mise en concurrence. Mais ce qui est intéressant de l'IA, c'est que l'IA va nous donner des moyens de productivité qui vont nous permettre d'absorber aujourd'hui cette folie que sont des concours dont les délivrables sont devenus pas raisonnables. Pensez qu'il n'est pas rare sur les grandes compétitions que chacun des acteurs dépense entre 100 et 200 000 euros d'out of pocket, c'est-à-dire de budget extérieur. Ça veut dire que sur une compétition, vous pouvez avoir 1 million de dépenses externes avec seulement une agence qui peut gagner, donc un acteur, donc 20% des chances, sur une compétition à 5, ce qui est une absurdité, ce qui est une gabegie. Je ne sais pas si des gens de Bercy nous écoutent, mais puisqu'il y a beaucoup d'appels d'offres publics, il faut calmer ça. Et il faut calmer la nature des délivrables. Parce qu'aujourd'hui, les délivrables sont trop finis, et dans les écoles d'art, on dit que c'est un problème. Parce que, et je termine, les livrables sont tellement bien définis, d'abord c'est très coûteux, je n'y reviens pas, mais surtout que ça fixe les imaginaires. Ça empêche ce que nous avons connu dans le début de notre parcours, c'est-à-dire des crayonnés, dans lequel l'imaginaire du client se projette. Et là, on peut se concentrer sur les aspects stratégiques, Aurélie, que vous évoquez, et pas sur le détail du fait que, mais vous là, vous avez mis un jeune homme, est-ce que vous êtes sûr qu'il doit être habillé comme ça? On dit, mais non, c'est une maquette. Mais ça ne ressemble plus à une maquette. Donc, ça va nous amener à nous interroger au sein de la profession et avec les clients en disant, mais calmons cette folie. Calmons cette folie pour revenir sur la stratégie et la stratégie des idées. J'ai une dernière question. Je crois que c'est votre 5e ouvrage commun, tous les deux. Est-ce que, évidemment, bien avant l'heure, c'est une sorte d'héritage que vous souhaitez laisser ou un testament que vous souhaitez laisser à vos équipes chez W? Ah non. Ah, pas du tout. Non. C'est un instant T. Le sentiment d'une relative urgence de faire en sorte que nos métiers soient à nouveau en haut de l'affiche, c'est-à-dire qu'on puisse à nouveau recruter sans arrière-pensée des jeunes gens qui ne viendraient plus chez nous un peu par défaut, mais par envie. Et si à la fin de la lecture de cet ouvrage, on arrive à générer quelques vocations nouvelles, on pense qu'on aura fait livre utile. Donc non, puis d'abord, on n'a pas une âme réellement testamentaire, et puis l'histoire n'est pas terminée. Donc non, c'est une étape qui nous a semblé utile. En fait, c'est notre 5e ouvrage. On a à peu près un ouvrage tous les 2 ans. Donc celui-ci. Donc vous revenez dans 2 ans. On revient dans 2 ans avec sans doute encore une plaisanterie de cette nature. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mark & Strat. Et en agence cette semaine, un move qui n'est pas passé inaperçu. La numéro 2 de YouTube France prend la tête de l'agence Media.Monks Paris. Media.Monks Paris, c'est l'ex d'Erwin qui a fusionné avec le groupe international Media.Monks de Sir Martin Sorrell, l'ex-patron emblématique de WPP. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Pauline Butor. Bonjour. Bonjour. Alors, votre nomination est officielle depuis à peine quelques jours. Vous étiez directrice de la publicité chez YouTube France. Comment on passe d'une plateforme comme YouTube à une agence ? C'est l'envie d'aider les marques. Je pense à un moment qui est vraiment charnière pour l'industrie en ce moment, pour les marques, pour toute l'industrie de la communication. Je pense qu'on vit un moment qui est à la fois hyper complexe et hyper intéressant. Un moment de crise où tout s'accélère et passer en agence, c'est pouvoir se mettre au service des marques encore plus. Vous avez un profil plutôt tech. Qu'est-ce qu'un profil comme le vôtre va apporter en agence justement ? Je pense que c'est surtout spécifique à ce modèle-là d'agence, qui est un modèle un peu de nouvelle génération, qui allie en fait 3 grandes expertises qui sont le contenu, la data et le média et la technologie, justement. Et je pense que l'intégration de ces 3 expertises, elle était déjà importante, mais là, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, elle devient juste incontournable. Donc, c'est pouvoir amener justement de l'expertise sur ces 3 sujets et créer encore plus d'intégration et développer l'intégration avec le groupe de Sir Martin Sorrell dont vous venez de parler. Alors justement, il a dit de vous, peu de talents en France sont à l'intersection du contenu, de la data, du média et de la technologie. Pauline correspond à 100% à cette vision développée par Media.Monks dans le monde. Vous vous reconnaissez dans cette définition ?
J'espère, oui. Je pense que ça correspond en effet à mon parcours. Comment est-ce que vous allez aborder cette feuille de route? Vous allez prendre vos fonctions, je crois, le début du mois prochain, c'est ça? Tout à fait. Comment est-ce que vous abordez cette feuille de route? Cette feuille de route, pour moi, déjà, ce groupe, il est trop peu connu en France, alors que pour moi, Mais c'est vrai. Ouais. Et je pense qu'au contraire, sa force est d'être hyper pertinent pour répondre encore une fois aux défis du moment, avec des marques qui doivent prendre plus de place dans la société, revoir leur business model, qui doivent aussi répondre à une exigence de plus en plus importante en termes d'expérience de la part des consommateurs, poussée par les nouvelles technologies, justement. On veut plus d'interaction, on veut plus de pertinence, on veut plus de réactivité. Et puis, on doit aussi, dans ce contexte de crise économique, optimiser les coûts, la performance. Et je pense que l'intégration de ces 3 expertises, elle le permet. Et ce qui est très spécifique dans le groupe de Sir Martin Sorrell, c'est aussi d'avoir un seul PNL, une seule structure. Et ça permet d'être très réactif, hyper agile et de répondre vraiment aux objectifs des marques, à chacun de leurs briefs, avec 9000 personnes dans le monde et beaucoup de talent et d'expertise très très pointue, justement. Comment vous avez développé la notoriété de cette agence? Parce que, effectivement, vous l'avez dit, elle est trop peu connue actuellement. Ça passe par répondre à des questions comme les vôtres, en parler et répondre à des briefs spécifiques. Après, je pense qu'il faut aussi montrer que ça marche, le prouver. Donc, c'est aussi, avec les clients de l'agence, commencer à montrer que ce modèle est, encore une fois, je pense, le plus pertinent actuellement. Vous êtes passé, donc on le disait, par YouTube France. Avant cela, vous avez été aussi à France Télé Publicité, je crois. Cette expérience-là, ça va vous permettre de savoir aussi ce que les marques attendent en matière justement de diffusion des contenus. Comment est-ce que vous abordez ça? Moi, c'est toujours ce qui m'a guidée dans ma carrière jusque-là, et même dans mes études, c'est vraiment de suivre l'évolution du comportement des consommateurs et les évolutions du paysage médiatique. Et là, je pense que je vais être aux premières loges pour continuer à le faire. Et comme vous dites, à vraiment répondre aux attentes des marques avec une palette de leviers, de possibilités et des talents sur tous les domaines d'expertise dont on a besoin. Mediamonk est présent dans 32 pays. Ça fait partie... En tout cas, ce groupe se revendique comme faisant partie des agences les plus innovantes dans le monde du marketing et de la publicité. C'est ce côté innovateur qui vous a séduit. Vous auriez peut-être dit non à une autre agence? C'est possible, c'est tout à fait possible. Je pense qu'en effet, il y a ce business model très spécifique dont j'ai parlé, qui est allié avec des valeurs et un état d'esprit qui me correspondent. Et je pense encore une fois, ce sont dont on a besoin maintenant. Positionnement de l'agence maintenant, c'est vraiment d'être l'agence du now, donc vraiment des besoins du moment. Et c'est un business model qui vont avec des valeurs et un état d'esprit très fort, d'innovation dont vous avez parlé, d'entrepreneuriat aussi. J'ai rencontré que des visionnaires qui sont des entrepreneurs qui ont créé de Mediamonks à Derwent en France, à Sir Martin Sorrell, évidemment. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que c'est ce dont on a besoin, des gens qui regardent les choses un peu différemment, qui ont envie de faire les choses différemment pour avoir plus d'impact. Et puis, c'est une forte ambition, c'est un modèle vertueux, donc c'est ça qui me plaît aussi. Alors, je pense que tous nos téléspectateurs qui sont très habitués évidemment à ce milieu se disent, mais si elle prend la tête de Mediamonks Paris, mais que devient le fondateur de Derwent, où elle est Badam aussi Oyekami? Qu'est-ce qu'il devient? Alors, il reste le fondateur de l'agence, évidemment. Il prend un rôle de conseil, un rôle de chairman, pour le dire un peu mal en anglais. Donc, il va déjà m'accompagner dans toute la transition, être à mes côtés. Et puis après, continuer à être en rôle de conseil pour les grands clients de l'agence, pour les équipes et puis pour moi. Merci beaucoup, Pauline Butor, d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes donc la nouvelle directrice générale de l'agence Mediamonk Paris. C'est la fin de cette émission, cette première de Mark & Strat, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Bismart. À très vite.